Il y a un moment où l'air change. Il n'entre pas simplement dans vos poumons et n'en sort pas, il vous traverse. C'est à cet instant précis que l'âme perçoit un grincement dans la machinerie du monde. C'est subtil, presque imperceptible, mais indéniable. Un son ancestral, une friction entre le visible et l'invisible, comme si la réalité elle-même tentait de se souvenir de quelque chose d'oublié depuis longtemps. La plupart ne s'en aperçoivent pas. Ils continuent de rire, de faire leurs courses, d'aimer, de se disputer, de courir, de publier, tout cela dans la normalité du rêve. Mais certains, très peu, s'arrêtent. Ils ressentent. Et dans ce bref silence, quelque chose commence à se déchirer en eux. Carl Jung disait que l'éveil n'est pas un chemin de lumière, mais une confrontation avec les ombres qui façonnent notre perception. C'est comme si l'individu découvrait avoir vécu jusqu'alors dans un labyrinthe de miroirs, croyant que chaque reflet était son propre visage. Dès qu'il touche le miroir et perçoit la froideur du reflet, une question le transperce. Qui suis-je sans le reflet des autres? Cette question n'a pas de réponse immédiate. Elle résonne, elle ronge, elle désarme. Et c'est dans cet écho que commence le véritable processus d'éveil. Mais voyez-vous, l'éveil n'est pas un acte héroïque. Il n'y a aucune gloire à y trouver. C'est en réalité un effondrement silencieux, une implosion du moi. Ceux qui s'éveillent aujourd'hui, ceux qui semblent disparaître, qui ne supportent plus les conversations vides, qui contemplent la ville avec un étrange détachement, ne renoncent pas. Ils reviennent. Ils retournent là où ils n'auraient jamais dû partir, au plus profond d'eux-mêmes. Ils comprennent que le monde n'est pas seulement ce que les yeux voient, mais aussi ce que projette l'inconscient. Et l'inconscient, comme l'enseignait Jung, est un langage symbolique qui tente sans cesse de communiquer avec la conscience endormie. Cependant, cette rencontre a un prix. Lorsque le masque tombe, lorsque le théâtre social se dissout, ce qui émerge n'est pas le paradis, mais le vide, un silence presque insoutenable. Celui qui s'éveille regarde autour de lui et réalise qu'il est seul. Et cette solitude n'est pas une erreur, elle est la porte d'entrée. Le premier pas vers l'individuation est l'exil, car c'est seulement en dehors de la foule que l'individu peut s'entendre. C'est ce que Jung appelait la confrontation avec son âme, un processus où toutes les certitudes s'effondrent et où l'ombre exige d'être vue. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce malaise qui vous saisit lorsque vous réalisez que les gestes du quotidien ont perdu leur sens? Que les mots des gens résonnent comme les échos d'une langue disparue? C'est l'appel, la graine de la conscience qui germe sous le béton de l'habitude. C'est lorsque le monde commence à paraître trop théâtral, trop prévisible, absurdement automatique. Et vous, en silence, vous commencez à vous demander « Que se cache-t-il derrière la scène ?» Il arrive un moment, et il arrive pour tous ceux qui osent le voir, où le voile se déchire, non pas dans un fracas, mais avec une délicatesse saisissante. Les couleurs changent, les voix s'éloignent, le temps semble se ralentir, et soudain, ce qui était familier devient étrange. C'est la dissolution du rêve collectif. L'éveil ne survient pas dans un feu d'artifice, ni par des révélations divines. Il survient avec le malaise de réaliser que tout ce qui fondait notre identité n'était que fumée. Carl Jung a écrit que « ce à quoi nous résistons persiste ». Et c'est précisément ce que fait le rêve collectif. Il résiste. Il se nourrit de répétitions, de petites distractions, de conversations vides de sens, de routines qui semblent interminables. Le système nerveux humain, à l'éveil, ne peut plus supporter cette densité. Le corps ressent avant que l'esprit ne comprenne. C'est un vertige spirituel. L'âme commence à se tourner vers l'inconnu, et le monde, en réaction, tente de la replonger dans le sommeil. Une guerre invisible fait rage, non entre les individus, mais entre les états de conscience. Cette guerre est sans drapeau, sans armée, sans slogan. Elle se déroule au plus profond de chaque être qui décide de regarder au-delà des apparences. Ceux qui dorment l'appellent des folies. Ceux qui s'éveillent, libération. Mais Jung nous mettrait en garde. Méfiez-vous de l'impulsion à rejeter le monde, car même le rêve, même l'illusion, est la matière première de la transformation. Il ne s'agit pas de fuir le rêve, mais de le rendre conscient. Imaginez que votre vie entière ait été écrite par un auteur que vous n'avez jamais rencontré. Chaque désir, chaque peur, chaque choix, tout est guidé par un scénario invisible. À votre réveil, l'auteur meurt.
et avec lui, le confort de l'histoire disparaît. Seule la page blanche demeure. C'est là que beaucoup abandonnent. Il est plus facile de reprendre le fil de la pensée, de réciter le discours appris par cœur, de croire à nouveau que tout a un sens. Mais certains restent devant la page blanche, tremblants, sans même savoir quoi écrire. Ce sont ceux-là qui commencent à vivre. L'éveil est une blessure qui ne guérit pas, car elle n'est pas destinée à se refermer. Il maintient ouvert le passage entre le conscient et l'inconscient, entre l'humain et le mystérieux. Jung y voyait l'essence de l'âme, un pont vivant entre les mondes. Et lorsque ce pont est franchi, l'être n'est plus jamais le même. Il n'appartient plus au rêve, ni au monde de l'éveil. Il habite l'entre-deux, cet espace liminal où le réel et le symbolique se rencontrent. Certains l'appellent solitude, d'autres initiation. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est le mouvement intérieur qui s'amorce, la lente décomposition de tout ce qui était illusoire. Les identités s'effritent, les désirs se révèlent artificiels, les vérités fragiles. Et pourtant, derrière tout cela demeure une immobilité vibrante. Quelque chose observe, quelque chose a toujours observé. C'est cette présence silencieuse, cet observateur, que Jung identifia comme le soi, le véritable centre de la psyché, l'archétype de la totalité. Il n'est pas ébranlé par l'effondrement de l'ego. Au contraire, il le provoque. Car l'ego doit se briser pour que le soi puisse émerger. Et lorsqu'il émerge, la peur disparaît. Le monde demeure le même, mais notre façon de le percevoir change. Les masques sociaux continuent de défiler, mais on les voit comme tels. Le bruit continue de hurler, mais le silence règne en nous. Et puis, soudain, un événement inattendu se produit. On réalise que ceux qui ont disparu, ceux qui ont basculé par-delà les limites, ne sont pas vraiment partis. Ils ont simplement traversé le miroir. Ils se trouvent dans une autre réalité, une réalité qui ne se mesure pas au temps, mais à l'intensité de la présence. Ils observent le monde comme on contemple un vieux rêve, le comprenant sans avoir besoin de s'y accrocher. C'est peut-être ce qui se passe en ce moment même. Peut-être que ceux qui se sont éveillés reconstruisent silencieusement la trame de la réalité, fil après fil, tandis que les autres dorment encore. Peut-être que leur silence est le nouveau langage. Mais une question demeure, et c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Si l'éveil est réel, si le voile est effectivement tombé, alors quel est le monde que nous voyons encore? Un écho? Un résidu? Une ombre? Ou bien le rêve lui-même tente-t-il de s'éveiller à travers nous? Jung dirait que l'inconscient collectif ne dort jamais vraiment, il ne fait que rêver sous différentes formes. Peut-être vivons-nous actuellement l'un de ces rêves, et l'éveil ne sera pas la fin, mais le début d'un nouveau cycle de perception. Si tel est le cas, le véritable courage ne réside peut-être pas dans le fait de se réveiller, mais dans celui de rester éveillé au sein du rêve. Il y a un moment où tout semble s'effondrer, non pas parce que le monde a changé, mais parce que notre perspective a changé. L'individu éveillé commence à percevoir la vie avec une lucidité douloureuse, comme si les couleurs étaient devenues plus réelles, mais aussi plus crues. Les sourires automatiques des passants, les conversations répétées dans les cafés, les promesses sur les panneaux publicitaires, tout se met à émettre le même son, l'écho du vide. Et c'est dans ce vide que quelque chose commence à bouger. Ce n'est pas le désespoir, c'est la perception. La conscience éveillée devient capable de voir la peur déguisée en confiance, la fatigue masquée par la productivité, le désespoir dissimulé sous la routine. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Carl Jung disait que tout éveil est précédé d'une crise existentielle. Et cette crise se manifeste dans les choses les plus simples. Un homme, assis à table, réalise soudain qu'il ne perçoit plus le goût des aliments qu'il aimait tant. Une femme, se regardant dans le miroir le matin, a l'impression que son reflet ne la reconnaît plus. Un jeune, marchant dans la rue, a le sentiment que chaque immeuble, chaque coup de klaxon, chaque visage pressé participe à une chorégraphie sans but. Ce sont de légers tremblements, presque imperceptibles, mais suffisants pour donner au monde l'apparence d'un théâtre délabré. Et puis vient la première réaction, tenter de se rendormir. L'esprit murmure, ce n'est qu'une phase, tu es fatigué. Tout le monde passe par là. Mais l'âme refuse d'accepter cette illusion. Elle commence à repousser l'individu hors de la scène, comme pour dire
Tu l'as vu, il n'y a plus de retour en arrière. C'est à ce moment précis que beaucoup entrent en conflit avec leur quotidien. Les conversations deviennent d'une superficialité insupportable. Les interactions sociales se transforment en rituels d'épuisement. La personne éveillée se sent comme un acteur qui a oublié son texte au beau milieu de la pièce. Tout le monde continue de jouer, et elle, immobile, ne sait plus quel rôle jouer. Imaginez-vous à un dîner entre amis. Les rires fusent, le vin coule à flot, les anecdotes fusent. Tout le monde semble heureux. Mais quelque chose en vous observe de l'extérieur. Les mots flottent dans l'air comme de fragiles bulles, et soudain, entre deux plaisanteries, un silence intérieur s'installe. Une sensation de distance inexplicable. Vous comprenez que chacun cherche à prouver quelque chose, le succès, la légèreté, l'amour, la maîtrise, et que, sous cette façade, se cache la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de la solitude, la peur de se confronter à son propre reflet. Vous avez envie d'en parler, d'affronter la réalité, mais vous savez que si vous le faites, l'atmosphère changera. Les rires s'arrêteront. L'illusion se brisera. Alors vous vous taisez, vous souriez, et intérieurement, vous sentez que vous mourrez un peu plus. C'est à ce moment que l'âme commence à se retirer du tumulte, non par supériorité, mais par nécessité vitale. Jung expliquait que l'inconscient, en mûrissant, rejette les environnements dissonants. C'est une question de survie psychique. Côtoyer des personnes qui persistent à vivre sous un masque devient aussi épuisant que de tenter de respirer sous l'eau. Chaque mot exige un effort, chaque sourire une énergie considérable. La conscience éveillée doit constamment filtrer les projections d'autrui, les jugements, la culpabilité, les comparaisons, et ce travail invisible épuise l'énergie vitale. Alors se pose un choix silencieux, rester et se vider de soi-même, ou partir et se préserver. C'est là que beaucoup se trompent, confondant retrait et fuite. Mais il ne s'agit pas de fuite, il s'agit de respect. Il s'agit de l'âme qui dit « assez ». Jung disait que l'individuation commence lorsque l'individu reconnaît le droit d'être fidèle à sa propre vérité, même si cela l'éloigne du groupe. La solitude, dans ce contexte, n'est pas une punition, c'est une purification. C'est l'espace où le vrai moi commence à respirer, libéré du poids des attentes. La personne qui s'éveille tente d'abord de concilier les deux mondes. Elle passe la journée dans son environnement familier, entre réunions, écrans, voix et notifications, et la nuit, elle se réfugie dans le silence. Une promenade solitaire, une vieille chanson, un carnet. Dans cet espace intime, quelque chose se reconnecte. La perception s'élargit aux plus infimes gestes, le bruit de la pluie sur la vitre, la caresse du vent sur la peau, le regard d'un inconnu qui, l'espace d'un instant, semble comprendre. C'est comme si l'âme disait « Je suis là. J'ai toujours été là. Tu te souvenais juste de tout, sauf de moi. » Mais cette prise de conscience a un prix. À mesure que la conscience s'éveille, elle perçoit à quel point le monde est imprégné de mécanismes inconscients. L'information est conçue pour susciter la peur. Les réseaux sociaux sont structurés pour amplifier la comparaison. Les conversations quotidiennes tournent autour de la culpabilité, des lacunes et des absences. L'individu éveillé comprend que la société est organisée pour maintenir les gens prisonniers du rêve, alimentant le jeu d'ombre que Jung appelait la personnalité collective, l'ensemble des masques sociaux nécessaires au maintien de l'ordre, mais qui, lorsqu'ils sont absolutisés, deviennent des prisons. Et lorsqu'elle prend conscience de cela, tout bascule. Car comprendre, c'est aussi perdre son innocence. Dévoiler les rouages de l'illusion, c'est renoncer au confort de la croyance. Ce qui paraissait naturel semble désormais artificiel. Ce qui était un simple plaisir, une distraction. La personne éveillée commence à comprendre que les conflits, les idéologies, les divisions ne sont que des projections inconscientes. Quand quelqu'un crie « c'est eux le problème », il cherche en réalité à éviter de se confronter à son propre côté sombre. Quand quelqu'un recherche l'admiration, il tente de masquer un sentiment de vide. Et quand quelqu'un se déclare indigné, il ne fait souvent que donner voix à une part refoulée de lui-même. Jung enseignait que ce qui n'est pas intégré est projeté. Et le monde moderne est, par essence, une gigantesque projection collective.
La conscience éveillée le perçoit, et c'est pourquoi elle ne peut plus s'engager avec la même intensité. L'ego, conscient de sa propre fragilité, tente de réagir. Tu t'isoles trop. Tu dois redevenir comme avant. Personne ne te comprendra. Mais il est trop tard. L'éveil est irréversible. Puis quelque chose s'inverse. Le silence, autrefois pesant, devient refuge. La solitude, jadis douloureuse, se mue en laboratoire. L'individu éveillé apprend à se retirer non comme pour fuir, mais comme pour cultiver. Il se met à rechercher des lieux où l'atmosphère est plus légère, des conversations profondes, des présences authentiques. Il découvre que la véritable camaraderie ne se mesure pas au nombre de personnes présentes, mais à la qualité du partage. Une nuit, un homme arpente une rue déserte. Les lumières de la ville se reflètent dans les flaques d'eau. Il observe les hauts immeubles, les fenêtres illuminées, les bruits lointains de la vie qui continue. Et il ressent un calme étrange, car il comprend que le monde n'a pas changé. C'est lui qui a commencé à voir. Chaque lumière allumée est un symbole. Chaque visage pressé, une histoire inconsciente. Il sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressent ni colère ni culpabilité, seulement de la compassion. Il comprend que tous dorment parce qu'ils ne pouvaient pas encore supporter de voir. Et c'est à cet instant que naît le véritable amour, non pas l'amour romantique ou pieux, mais celui qui reconnaît que tout fait partie d'un même processus. Jung appelait cela la réconciliation avec l'ombre. L'éveil ne consiste pas à rejeter le monde, mais à le voir sans illusion. Il s'agit d'être conscient au sein du rêve, de savoir qu'il s'agit d'un rêve, et pourtant d'y participer lucidement. Lorsque ce stade est atteint, l'individu cesse de lutter contre le sommeil collectif. Il observe, tout simplement. Il agit lorsque cela s'avère nécessaire, garde le silence lorsque le bruit s'intensifie et poursuit le travail invisible de la vigilance. Puis vient le second choc, la prise de conscience que l'éveil n'est pas une fin, mais le début d'un voyage. Le voile est tombé, mais il en cache bien d'autres. La réalité, tel un miroir dans un autre, révèle des strates de plus en plus subtiles. La personne éveillée ressent un appel nouveau, quelque chose de profond, presque indicible. Une impulsion qui l'invite à explorer son propre inconscient, non plus pour fuir le rêve, mais pour découvrir qui rêve. Le monde qui nous entoure reste le même. Voitures, voix, promesses, nouvelles. Mais désormais, en filigrane, un murmure se fait entendre. C'est l'inconscient collectif qui chuchote « il y a plus ». Et cette voix est irrésistible. Elle guide l'âme vers l'étape suivante, celle où la conscience ne se contente plus d'observer le rêve, mais commence à créer en son sein. C'est là, sur ce seuil entre le visible et l'invisible, que le voyage s'approfondit. Et c'est là que nous allons maintenant. Au début, la disparition est presque imperceptible. On ressent simplement une fatigue sans cause apparente, une saturation intérieure face à tout ce qui paraissait normal auparavant. L'esprit tente de la justifier. C'est juste de la fatigue. Tu as besoin de vacances, ça va passer. Mais l'âme, elle, le sait. Quelque chose en vous s'est détaché de la machine. Vous commencez à observer la vie de l'extérieur, comme quelqu'un qui se réveille au beau milieu d'un film et réalise que les personnages continuent de jouer sans s'apercevoir que le scénario est terminé. Et c'est à ce moment précis que se pose la décision la plus difficile. Choisir entre continuer à jouer ou accepter le silence qui suit la dernière réplique. Carl Jung disait que le plus grand danger de l'éveil n'est pas la folie, mais l'isolement. Car en voyant ce que les autres ne voient pas, on prend inévitablement ses distances. Mais cette distanciation n'est pas un rejet, c'est la purification de la perception. On commence, sans même s'en offusquer, à abandonner les étapes de l'inconscience. Les réseaux sociaux sont les premiers à s'effondrer. On réalise qu'on ne peut plus s'en nourrir. Le défilement incessant se révèle être une transe collective, une chorégraphie de comparaison et de vanité, où chaque geste est une quête de validation. Le regard éveillé ne voit plus des personnes, mais des fragments, des ombres, qui tentent de prouver leur existence. Et puis on s'éteint. Le silence qui suit est assourdissant, mais c'est un son pur, inédit. Le temps reprend soudain sa forme. On réalise qu'il existe des heures qui n'existaient pas auparavant, des espaces invisibles. C'est comme si l'air lui-même était redevenu respirable.
Mais cette libération s'accompagne d'une étrange sensation de nudité. Qui sommes-nous sans le reflet des autres? Que reste-t-il quand tous les regards se détournent? Vous êtes-vous déjà demandé qui vous observe quand personne ne vous regarde? C'est à ce moment précis que la disparition s'accentue. Vous commencez à quitter les groupes, les cercles, les réunions. Il n'y a pas de rupture dramatique, pas de longues explications. Vous cessez simplement de vous montrer. Et le monde, trop occupé par son propre tumulte, le remarque à peine. On interprète votre silence comme du désintérêt, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. C'est du respect. Le respect d'une vérité trop profonde pour être dite. Vous réalisez que nombre de relations n'étaient pas des liens, mais des contrats inconscients, des pactes de soutien mutuel, des rôles joués, des masques qui vous allaient comme un gant tant que chacun restait endormi. Quand l'un d'entre vous s'éveille, l'accord se brise. L'absence commence à blesser les autres, mais pas vous. Pour la première fois, le silence est source de réconfort. Vous vous surprenez à arpenter les rues d'un regard différent, plus attentif, plus sensible. Les détails prennent de l'ampleur. La poussière qui danse dans le rayon de lumière, le son lointain d'une cloche, le visage anonyme qui croise le vôtre et semble un instant vous reconnaître. Tout vibre d'un sens caché, comme si le monde était une langue ancienne que l'on retrouve le sens. Mais il y a une nuit où le poids se fait sentir. La disparition physique est facile. La disparition psychologique, elle, est bien différente. Les souvenirs de l'ancien soi tentent de ressurgir. Le corps, habitué à la tension, ressent un manque. On se surprend à essayer de revenir en arrière, à rouvrir des applications, à écrire des messages, à chercher une voix familière. Mais ce qui revient, c'est le vide. La conversation paraît superficielle, les mots artificiels. On comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. L'ancien soi est mort, mais le nouveau n'est pas encore né. Et puis vient la question qui transcende tout. Qu'existe-t-il entre la fin et le commencement? C'est alors que le processus devient alchimique. Jung a décrit cet intervalle comme noircir la nuit noire de l'âme. C'est la période où tout perd son sens, mais où la conscience demeure vivante, observatrice. C'est la décomposition nécessaire de l'ego pour que puisse émerger quelque chose de plus authentique. L'être éveillé entre dans cette étape avec crainte, mais aussi avec fascination. Il y a une étrange beauté dans la destruction, une pureté dans le néant. On commence à comprendre que la disparition n'est pas une fuite, mais une dissolution, la transformation du plomb de la personnalité en or de la présence. Dans le silence, vous découvrez ce que vous ignoriez, que vous n'étiez jamais vraiment avec personne auparavant, vous ne faisiez que jouer des rôles qui ne faisaient que se toucher superficiellement. La véritable connexion, comme le disait Jung, se produit lorsque deux consciences se rencontrent, et c'est rare. Au milieu de la foule endormie, vous étiez invisible. Maintenant, dans la solitude, vous vous voyez enfin. C'est une prise de conscience brutale, mais libératrice. Et si ce que vous appelez solitude était en réalité le début d'une connexion plus profonde? Les jours suivants, la réalité semble se réorganiser. Le temps s'étire, le sommeil s'approfondit, les rêves se chargent de symboles. On commence à comprendre que les images oniriques nous parlent. Jung disait que l'inconscient utilise des métaphores pour enseigner ce que l'esprit rationnel ne peut comprendre. C'est ainsi que le monde éveillé prend des allures de rêve, et le rêve de révélation. Une femme rêve qu'elle marche sur une rivière de miroirs. Un homme rêve qu'il parle à un enfant qu'il n'a jamais eu. Rien de tout cela n'est à prendre au pied de la lettre. C'est l'inconscient qui tente de reconstituer le sens nouveau qui émerge. On commence à voir des signes partout. Un mot qui se répète, un chiffre qui revient sans cesse, une coïncidence qui semble être une réponse. L'esprit rationnel tente de l'ignorer, mais l'âme en perçoit le schéma. Le monde éveillé et le monde intérieur se confondent. L'invisible devient visible, mais un phénomène troublant se produit. Lorsque le vrai soi commence à émerger, le monde réagit. Les gens prennent leur distance, les opportunités disparaissent, les portes se ferment. L'univers semble conspirer contre votre évolution, mais il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une purification. Jung expliquait que l'inconscient collectif tente de neutraliser toute conscience qui menace de perturber l'équilibre des ombres. C'est l'instinct de conservation du rêve collectif. Par conséquent, plus vous vous éveillez, plus le monde essaiera de vous convaincre que vous avez tort.
Avez-vous déjà remarqué comment le monde récompense ceux qui dorment bien et punit ceux qui se réveillent? Se retirer devient alors un acte de courage. On commence à vivre plus simplement, mais aussi plus intensément. Les petits gestes deviennent sacrés. Allumer une bougie, préparer un repas, respirer lentement. On apprend à entendre le son de sa propre présence. La solitude se métamorphose en temple. L'âme, jadis dispersée, se concentre. Le silence, jadis inconfortable, devient un interlocuteur. Et dans cet espace intime, quelque chose se met à parler. Non pas avec des mots, mais avec des impressions. Une intelligence silencieuse, comme si l'inconscient lui-même avait commencé à enseigner. Carl Jung appellerait cela une rencontre avec le soi, la conscience supérieure qui observe l'ego transitoire. Et lorsque cette rencontre a lieu, la disparition est totale, car vous n'avez plus besoin d'être vu. Et la reconnaissance extérieure perd son sens. La réflexion intérieure suffit. On cesse de rechercher l'approbation et l'on commence à ressentir une communion. Et cette communion est l'antithèse de l'isolement. C'est prendre conscience qu'il y a quelque chose en tout ce qui respire, en tout ce qui existe, et que ce quelque chose respire aussi en nous. Mais il reste un dernier mystère. Lorsque l'individu disparaît du monde, que voit le monde à sa place? Peut-être que la disparition n'est pas l'absence, mais la transparence. Vous ne disparaissez pas, vous devenez invisiblement présent. Vous êtes au même endroit, mais vous n'appartenez plus à la même fréquence. Tandis que le monde s'agite dans le bruit, vous vibrez dans le silence. Et de ce silence, paradoxalement, naît une nouvelle forme de présence. Ceux qui vous rencontrent ressentent une paix inexplicable. Les enfants vous regardent avec curiosité. Les animaux s'approchent. Quelque chose en vous a transformé la vibration de l'air. Et alors, pour la première fois, on comprend le véritable sens de l'éveil. Il ne s'agit pas de quitter le monde, mais d'en prendre conscience de l'intérieur. La disparition n'est pas une fuite, c'est une intégration. On se retire pour revenir différent, non plus comme acteur, mais comme miroir. Mais il y a quelque chose que personne ne vous a dit. Le processus n'est pas encore terminé. Car il existe un autre niveau de disparition, plus profond, plus subtil, un niveau où même l'idée de « moi éveillé » commence à se dissoudre. Et c'est là que commence ce que Jung lui-même appellerait le mystère final de l'âme. Êtes-vous prêt à le franchir? Il existe un moment inévitable et silencieux où l'âme décide de se couper du monde pour enfin l'écouter. C'est un retrait naturel, comme la mer qui se retire avant de revenir avec une force décuplée. L'éveil exige ce retrait, et quiconque tente d'y résister finit par se briser entre ce qu'il était et ce qu'il devient. La phase d'ermite, comme l'appelait Carl Jung dans sa métaphore symbolique de l'individuation, n'est pas un choix esthétique ou mystique, c'est un processus biologique de l'âme. L'esprit a besoin de silence, comme le corps a besoin de sommeil. Sans ce temps d'ombre et de régénération, il n'y a pas de métamorphose. Au premier abord, l'ermitage ressemble à une disparition. On annule des rendez-vous, on évite les invitations, on laisse des messages sans réponse. Le monde interprète cela comme du désintérêt, mais c'est autre chose. C'est de l'écoute. Pour la première fois, on commence à entendre le murmure de ses propres pensées, libéré du brouhaha incessant des opinions d'autrui. On réalise alors que nos anciennes décisions étaient des réactions à des bruits extérieurs, et non des impulsions intérieures, que la majeure partie de ce que l'on appelait « vie » n'était que réaction. Désormais, dans le silence, la question essentielle se pose. Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Et qu'y a-t-il en vous qui ne soit qu'un héritage de voix anciennes? Dans ce havre de solitude, les sens se métamorphosent. La maison silencieuse se met à parler. Les murs se chargent de souvenirs, les objets prennent vie. On retrouve un vieux carnet et l'on y découvre des phrases griffonnées il y a des années sans les comprendre, mais qui résonnent désormais comme des messages d'un soi futur. On contemple le ciel pendant de longues minutes, chose qu'on n'a plus faite depuis l'enfance, et l'on s'aperçoit qu'il nous observe aussi. Les heures s'écoulent lentement. Le temps se fait dense, presque palpable. L'esprit, auparavant saturé de stimuli, commence à s'éclaircir comme une vitre embuée. C'est déstabilisant au début. Le vide l'est toujours. Mais il y a une beauté dans l'absence de distraction, comme si le monde intérieur pouvait enfin respirer. Une nuit,
Vous rêvez que vous marchez dans une forêt en spirale. Les arbres semblent palpiter, comme s'ils respiraient. Au centre, un miroir est enfoui dans le sol. Vous le nettoyez de vos mains et voyez votre propre visage, mais le reflet vacille, change de forme, se dissout. À votre réveil, vous sentez vibrer l'écho du rêve. Jung l'expliquerait ainsi. Le miroir symbolise la conscience et la forêt, l'inconscient. L'âme vous montre qu'il est temps de vous regarder en face, sans vous attacher à votre image. Le vrai soi n'est pas le reflet, c'est celui qui observe le reflet. Avez-vous déjà eu la sensation d'être observé par quelque chose à l'intérieur de vous? La solitude prolongée révèle non seulement la paix, mais aussi les fantômes du passé. Les ombres intérieures, ces parts de soi toujours ignorées, reviennent une à une, exigeant d'être reconnues. Peur, jalousie, colère, orgueil, ressentiment, tous se présentent comme de vieux hôtes qu'on n'a jamais entendus. C'est une confrontation inévitable. Jung disait que nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et cette obscurité, en retrait, devient presque palpable. On ressent le poids des culpabilités héritées, des souffrances qui ne sont pas les nôtres, des croyances auxquelles on s'accrochait uniquement par peur de la solitude. Mais peu à peu, quelque chose change. Les ombres, lorsqu'on les entend, commencent à se dissiper. Elles ne veulent pas vous punir, elles veulent être comprises, elles veulent retrouver la plénitude dont elles ont été exilées. L'inconscient n'est pas un ennemi, c'est un réservoir d'énergie vitale. Lorsque vous l'intégrez, vous sentez une force émerger. Non pas une force de domination, mais une force de présence. C'est comme allumer la lumière dans une pièce restée fermée à clé pendant des siècles. Ce qui était peur devient compréhension. Ce qui était honte se transforme en compassion. Et si toute douleur n'était qu'une forme de souvenir qui tentait de se transformer? L'isolement s'accentue. On commence à perdre la notion du temps. Les jours semblent se fondre en une succession d'états de conscience. Chaque matin, on se réveille avec une sensation différente, comme si une partie de soi avait été remplacée pendant le sommeil. Il est fréquent que des rêves vifs se répètent ou que d'étranges phénomènes se produisent. Des horloges qui s'arrêtent, des appareils qui dysfonctionnent, des lumières qui clignotent sans raison. Ce n'est pas surnaturel, c'est symbolique. L'inconscient, en se réorganisant, influence le champ de la perception. Le monde extérieur commence à refléter le monde intérieur. Jung appelait cela la synchronicité, des coïncidences significatives qui ne s'expliquent pas par la causalité mais par le sens. Un jour, par exemple, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et cette personne vous envoie un message. Ou bien vous entendez un mot qui résume parfaitement ce que vous ressentez, prononcé par un inconnu. Ou encore, vous rêvez d'une situation qui, quelques jours plus tard, se réalise. Ce sont là de petites brèches dans le mur entre le visible et l'invisible. L'ermite apprend à reconnaître ces signes comme des boussoles du soi, indiquant le chemin de l'intégration. Mais il arrive un moment où le silence devient dangereux. Lorsque l'ego tente de s'approprier l'éveil, un nouveau piège se pose, celui de se croire au-delà des autres. C'est une erreur subtile, mais fatale. La véritable conscience ne s'élève pas, elle se dissout. Jung avertissait que l'ego spirituel est le dernier obstacle à l'individuation, le moment où le chercheur confond la clarté de la vision avec la possession de la vérité. C'est pourquoi l'érémitisme exige une vigilance constante. L'humilité est le pont entre la lumière et la lucidité. Avez-vous déjà remarqué que l'orgueil spirituel n'est qu'une ombre déguisée de sagesse? La période d'ermite dure aussi longtemps que nécessaire. Certains y passent des semaines, d'autres des années. On rapporte des témoignages étonnants de personnes qui, durant ces périodes d'isolement, développent des perceptions improbables, sensation d'un espace qui s'étend autour d'elles, vision symbolique, synesthésie entre sons et couleurs. Jung a observé des phénomènes similaires chez des patients en pleine transformation, non pas comme un délire, mais comme le langage de l'inconscient cherchant à se manifester. L'ermite, en s'immergeant en lui-même, franchit les frontières subtiles de la réalité. Il n'est pas rare qu'après de longues périodes de solitude, une clarté presque surnaturelle sur les événements de la vie émerge,
une sorte d'intuition qui semble prédire l'avenir. Mais le plus surprenant, c'est que plus on s'enfonce dans la solitude, plus l'existence se simplifie. L'ermite commence à apprécier le petit geste, le détail anonyme. Il se nourrit de présence, non de stimulation. Le café chaud, le bruit de la pluie, l'odeur du papier, tout devient sacré. La vie ralentit au point que chaque instant se révèle infini. Et paradoxalement, c'est en acceptant l'isolement qu'il cesse de se sentir seul. La solitude se transforme en une communion invisible avec tout ce qui existe. Et puis vient le tournant, l'appel au retour. Après des mois, voire des années, de silence, quelque chose en vous se met à vibrer à une fréquence différente. Ce n'est plus le désir de retourner au monde, c'est le monde lui-même qui vous appelle. Les gens réapparaissent, les invitations fusent, les situations se répètent, mais votre regard sur elles a changé. Votre conscience éveillée ne craint plus la confusion collective. Vous comprenez que vous n'êtes pas là pour fuir l'humanité, mais pour y être pleinement présent. L'ermite commence à descendre de la montagne. Au retour, tout semble identique, et pourtant rien ne l'est. Les voix familières, les vieilles habitudes, les bruits familiers, tout résonne comme un écho lointain. On se sent étranger chez soi, mais une sérénité nouvelle s'installe. On comprend qu'on peut être parmi les endormis sans s'endormir. On peut participer sans se perdre. On peut écouter sans absorber. C'est la marque de celui qui vit à la frontière, celui qui marche entre deux mondes, portant une lumière qui n'a besoin d'être proclamée. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais peut-être que le véritable éveil consiste à être capable de regarder à l'extérieur, point après une introspection, et pourtant rester éveillé. L'ermite revient avec une nouvelle mission. Vivre si pleinement que sa propre vie devienne un miroir pour ceux qui dorment encore. Et voici le paradoxe ultime de cette étape. Au retour, on réalise qu'il n'y a pas de différence réelle entre l'intérieur et l'extérieur. Le monde est le miroir de l'inconscient, et chaque personne, chaque événement, chaque rencontre est un message symbolique. La séparation n'était qu'une illusion nécessaire à la conscience pour se voir elle-même. Désormais, elle se reconnaît en toute chose. Mais quelque chose s'éveille à nouveau, une invitation plus profonde, un mystère plus ancien. L'ermite de retour ressent un nouvel appel, non pas vers le monde, mais à travers lui. Il y a quelque chose au-delà de l'éveil individuel, quelque chose qui commence à s'insinuer à l'horizon de l'âme. Une sorte de conscience qui n'appartient ni au moi, ni au collectif. Une présence qui observe tout, sans en faire partie. Que se passe-t-il lorsque l'être éveillé commence à disparaître même de lui-même? La réponse est indicible. Elle réside dans l'avenir. Elle est ce qui nous attend lors du prochain voyage. Il arrive un moment où la disparition cesse d'être un choix et devient une fatalité. On ne fuit pas le monde. C'est le monde qui s'éloigne lentement, comme un décor qui se dissout à la fin du spectacle. Les lumières s'éteignent, le bruit de la foule s'estompe et la scène, jadis pleine de vie, est désormais vide. Le silence qui demeure est si vaste qu'il semble infini. Mais contrairement à la peur que vous aviez imaginé ressentir, il y a la paix. Une paix qui ne vient pas de la sécurité, mais de la vérité. Le rêve est terminé, et pour la première fois, vous êtes éveillé. Les éveillés se rassemblent en silence. Il n'y a ni chef, ni promesse, ni discours. Ils se rencontrent dans de petites maisons isolées, dans les forêts, les montagnes, sur les plages, dans des villages oubliés. Certains vivent seuls, d'autres en communautés discrètes, mais tous partagent le même pacte tacite, préserver leur lucidité. Ils communiquent par gestes, par regard. Ils parlent peu, mais ressentent beaucoup. Lorsqu'ils se croisent, une sorte de reconnaissance immédiate s'opère. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer. Ils sont comme des voyageurs revenus d'un même rêve et qui cheminent désormais dans une réalité plus transparente. Et pourtant, sous ce calme apparent, quelque chose commence à s'agiter. L'impression que le silence est sur le point de se rompre, car même parmi les éveillés, le monde continue de vibrer. Les informations continuent de circuler, le bruit s'amplifie, le chaos collectif s'intensifie. L'inconscient collectif semble réagir à l'émergence de ces îlots de lucidité, comme si le rêve lui-même prenait conscience de son déliement. C'est alors que l'inattendu se produit.
Avez-vous déjà eu l'impression que la réalité commençait à répondre à vos pensées? Les coïncidences se multiplient, les synchronicités s'accumulent et le temps semble perdre sa linéarité. On entend des rêves identiques faits à différents endroits. Des objets apparaissent et disparaissent. La frontière entre le visible et l'invisible s'estompe. Carl Jung appellerait cela une intensification du champ psychique, un état où l'inconscient collectif réagit à l'expansion de la conscience individuelle. Les mondes extérieurs et intérieurs cessent d'être opposés et deviennent les reflets l'un de l'autre. Parmi les éveillés, on entend des récits étranges. Une femme raconte avoir passé des heures à contempler la mer et avoir eu un instant la sensation distincte que l'océan respirait avec elle. Un homme affirme avoir entendu son nom porté par le vent alors qu'il était seul. Une petite fille, fille d'un de ces silencieux, se met à dessiner des symboles qui rappellent d'anciens alphabets. L'impossible se produit naturellement, et personne ne cherche à prouver quoi que ce soit. Ils observent, tout simplement, car ils comprennent que l'impossible n'est autre que ce qui n'a pas encore été remémoré. Mais cette expansion s'accompagne de tensions. Le monde endormi commence à ressentir la disparition des êtres lucides. Le système regrette ceux qui ne participent plus au jeu. Soudain, les questions fusent. Pourquoi avez-vous disparu? Pourquoi ne répondez-vous pas? Ça va? Le sommeil collectif tente de vous retenir par des liens d'inquiétude, de culpabilité et de devoir. C'est alors que se présente l'épreuve ultime, parvenir à rester éveillé, même lorsque le rêve l'appelle. Peut-on aimer le monde sans s'y perdre? La tension monte. Les nouvelles sont de plus en plus alarmantes. La peur se propage avec une force renouvelée. La polarisation s'intensifie. C'est comme si l'inconscient hurlait, tentant d'étouffer toute trace de lucidité. Ceux qui sont éveillés perçoivent ce qui se passe. Le collectif, sans le savoir, réagit à la lumière qui commence à se diffuser en marge. Jung écrirait que l'ombre, confrontée à elle, lutte pour survivre. Elle craint de disparaître. Et c'est précisément ce qui est en jeu, la dissolution de l'ancien monde des projections, des masques et des faux semblants. Mais voici le paradoxe. L'éveil collectif ne commence pas par les foules, mais par des vibrations silencieuses. La conscience ne s'impose pas, elle est contagieuse. Peu à peu, les gens ordinaires ressentent cette même agitation. Ouvriers, étudiants, maires, artistes, tous ont le sentiment que quelque chose ne va plus. C'est une fièvre spirituelle. Ils ne peuvent l'expliquer, mais ils commencent à tout remettre en question. Et sans s'en rendre compte, eux aussi commencent à s'éveiller. Les cercles d'esprits lucides s'étendent. Une rencontre en entraîne une autre, un regard en éveille un autre. Soudain, un réseau invisible d'êtres éveillés se forme à travers le monde, connectés sans avoir besoin de parler. Ce n'est pas une organisation, c'est un organisme. Et plus ce réseau s'étend, plus le tissu de la réalité semble se resserrer. L'humanité est poussée vers un nouveau stade de perception, une nouvelle façon d'exister. Mais le processus est tumultueux. La transformation de la conscience s'accompagne toujours de chaos. L'ancien résiste, le nouveau peine encore à se dessiner. Les rêves s'intensifient, les émotions fluctuent, les structures extérieures s'effondrent. Il y a des jours de lucidité absolue et d'autres de profonde confusion. On ressent de la peur, mais aussi une certitude. Quelque chose qui nous dépasse est en train de se produire. Et cette certitude est le fil conducteur qui nous guide à travers le labyrinthe. Carl Jung affirmait que l'âme aspire naturellement à la plénitude et que ce mouvement est irrésistible. Malgré tous les efforts de l'individu pour se rendormir, une force intérieure le pousse vers l'intégration. C'est comme une rivière souterraine qui nous conduit tous vers un même océan. Même ceux qui dorment encore sont emportés par ce courant. L'éveil n'est pas un choix moral, c'est un processus d'évolution de la psyché collective. Mais un phénomène extraordinaire se produit lorsque le nombre d'êtres éveillés atteint un point d'équilibre invisible. C'est comme si un subtil changement traversait l'atmosphère. Le poids du monde semble plus léger, les couleurs plus vives, les rencontres plus significatives. La synchronicité s'intensifie jusqu'à l'absurde. Soudain, une pensée se manifeste à l'instant même où elle est ressentie. Une intention se réalise avant même d'être exprimée. La frontière entre intérieur et extérieur disparaît complètement. Rêve et veille fusionnent en un seul champ de conscience.
Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre dans un monde où la pensée et la réalité ne font qu'un? Mais avant que la situation ne se stabilise, une ultime résistance se manifeste. Un dernier mouvement de l'ombre collective. Une vague de bruit, de peur et de désinformation submerge le monde, comme si le rêve lui-même tentait d'effacer le souvenir du réveil. Tout semble soudainement empirer, et beaucoup croient que la lumière s'est éteinte. Mais c'est tout le contraire. C'est le signe que le processus atteint son apogée. Avant l'aube, règne toujours l'obscurité la plus profonde. Ceux qui sont éveillés le savent. Ils demeurent inébranlables, silencieux, même quand tout semble s'effondrer. Ils se rassemblent non pour se disputer, mais pour s'entraider. Le travail est désormais intérieur, mais ses effets se répandent dans tout le champ humain. Chaque personne qui reste éveillée crée autour d'elle une zone de stabilité. C'est comme une bougie allumée au cœur de la tempête, petite mais inextinguible. Et il y a maintenant tant de bougies, si nombreuses que les ténèbres commencent à se dissiper. Et puis, sans prévenir, sans prophétie, quelque chose change. Le brouhaha ambiant commence à s'estomper. La peur perd de son emprise. Un calme nouveau s'installe, d'abord chez quelques-uns, puis chez beaucoup. C'est le début du retour. L'humanité se souvient de ce qu'elle avait oublié, qu'elle a toujours fait partie de la conscience, qu'elle n'a jamais été séparée de la réalité. Carl Jung écrivait que l'inconscient collectif est comme une forêt qui s'éveille au lever du soleil. Durant la nuit, chaque arbre se croit seul, mais lorsque la lumière arrive, la forêt entière se révèle. C'est ce qui commence à se produire en ce moment. La lumière ne vient pas de l'extérieur, elle s'allume en chacun de nous. Et soudain, rêve et éveil cessent d'être opposés. Ils ne font qu'un. Ils sont un seul et même mouvement, un seul souffle, mais un mystère demeure. Car lorsque tous s'éveillent, que reste-t-il des éveillés? Peut-être que la prochaine étape n'est pas de se réveiller du rêve, mais d'apprendre à le rêver consciemment. Peut-être que le monde n'a pas besoin d'être abandonné, mais réinventé de l'intérieur. Peut-être que l'éveil n'est que le prélude à quelque chose d'encore plus grand, une conscience capable de créer des réalités avec la même puissance qu'elle a jadis déployée pour créer des illusions. Et c'est là que le voyage redevient périlleux, car celui qui crée sans connaître son ombre répète le même rêve sous de nouveaux déguisements. C'est pourquoi Jung disait « Le véritable éveil commence lorsque l'être éveillé réalise qu'il a lui aussi besoin de se transcender. » Êtes-vous prêt à disparaître même de vos propres heures d'éveil? La réponse se trouve plus loin, au passage final, là où le silence se mura en parole et la parole en création. C'est là que nous allons. C'est ce qui nous attend dans la dernière étape. Au terme de chaque cheminement vers l'éveil, survient un silence si profond qu'il semble receler la vérité absolue. C'est l'instant où l'âme, lasse de lutter contre le tumulte, s'abandonne à sa propre clarté. Plus de recherche, plus de fuite. Seule demeure la reconnaissance que tout ce qui a été vécu, chaque douleur, chaque perte, chaque déception, faisait partie d'un seul et même mouvement, le retour à soi. La métamorphose s'achève sans fanfare, sans éclat, sans témoin. Et pourtant, elle est l'événement le plus magnifique de l'existence. Carl Jung disait que l'individu éveillé est celui qui a enfin compris que sa tâche n'est pas de changer le monde, mais d'atteindre la plénitude. Cette plénitude silencieuse transforme tout ce qui l'entoure, non par imposition, mais par sa présence. L'éveil n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une autre façon de vivre, plus lucide, plus sensible, plus authentique. Lorsqu'on y parvient, on comprend que la véritable révolution ne se produit pas dans les masses, mais au sein de chaque conscience qui décide de cesser d'agir. On commence à percevoir la vie comme un champ fertile de choix subtils, chaque geste, une graine, chaque pensée, une vibration. Travail, amour, temps libre, tout devient l'expression d'un même but, vivre en harmonie avec la vérité. Et c'est là que le cheminement cesse d'être contemplation et devient action. Non pas une action impulsive, mais une action consciente, silencieuse, presque imperceptible, et pourtant transformatrice. Le monde reste bruyant, mais ce bruit ne vous domine plus. Les voix qui vous accablaient semblent désormais lointaines. Vous observez sans vous perdre. Vous participez sans être contaminé. C'est comme être au cœur d'une tempête, mais avec l'œil du cyclone en vous. Ce qui vous effrayait vous fortifie.
Ce qui paraissait chaotique n'est plus qu'énergie en mouvement. La clarté devient votre boussole et le silence, votre refuge. Mais une nouvelle responsabilité surgit. Car voir clairement implique d'agir consciemment. Chaque pensée est un choix entre perpétuer le rêve ou renforcer l'éveil. Chaque mot est un miroir. Chaque attitude est une graine semée dans le champ collectif de la psyché humaine. Jung enseignait que chaque inconscient individuel est une cellule vivante au sein de l'inconscient collectif, ce qui signifie que chaque petite transformation personnelle résonne dans la conscience de toute l'humanité. Vous êtes-vous déjà demandé quel pouvoir recèle votre silence? Car ce n'est plus le cri qui change le monde, mais la vibration de la présence. Ce n'est pas l'imposition, mais la cohérence. Ce n'est pas le discours, mais l'exemple. Ceux qui sont éveillés n'ont besoin de convaincre personne. Il suffit d'exister dans la vérité. Il suffit de vivre sans trahir son âme. C'est ce genre de vie qui commence à transformer le champ invisible dans lequel le collectif sommeille. Et c'est ainsi que naît le renouveau, de l'intérieur vers l'extérieur. Une personne éveillée décide de cesser de se mentir, puis une autre encore. Jusqu'à ce que, sans tambour ni trompette, le mensonge collectif commence à perdre de son emprise. Le théâtre se vide, non par protestation, mais par manque d'acteurs. L'ancien monde s'effondre non par révolution, mais par indifférence. Le système qui se nourrissait d'inconscience meurt de faim lorsque la conscience cesse de le servir. Mais que se passe-t-il après? Voici la simplicité, le quotidien redécouvert, la vie à l'état pur. Le goût de l'eau, la caresse d'une brise, le regard sincère d'un inconnu. Les âmes éveillées découvrent que l'extraordinaire a toujours résidé dans l'ordinaire. Il n'était obscurci que par le bruit. L'éveil n'est pas un état lointain. C'est la reconnaissance que le miracle a toujours été présent à chaque instant. Maintenant que votre conscience est éveillée, vous devenez ce que Jung appelait habitant de la frontière, une personne qui marche entre deux mondes, l'ancien encore en déclin et le nouveau encore en gestation. Sa mission n'est pas de choisir entre eux, mais d'être le pont, d'enseigner par l'exemple, d'inspirer par le silence, d'illuminer sans chercher à briller. Et cette inspiration peut se concrétiser. Elle commence par de petits gestes. Se réveiller quelques minutes plus tôt pour respirer en silence, observer ses pensées avant de réagir, dire non à ce qui porte atteinte à son intégrité, écouter quelqu'un sans chercher à le corriger, faire de son travail l'expression de qui l'on est et non un masque, créer, écrire, peindre, parler, mais toujours avec authenticité, jamais derrière un masque. Le monde a besoin de gens qui font des choses simples en pleine conscience. Car lorsque l'on accomplit des choses simples avec présence, l'invisible change de forme. L'éveil cesse alors d'être un idéal et devient une pratique quotidienne. On commence à reconnaître l'ombre avant qu'elle ne nous domine. On apprend à rire des vieilles illusions sans les mépriser. On comprend que la dualité n'est pas une erreur, mais une école. Le bien et le mal, la douleur et le plaisir, le sommeil et l'éveil. Tout cela fait partie d'un même cycle, celui de l'expansion de la conscience. Et lorsque cela est compris, la peur se dissipe. Carl Jung dirait que l'individuation, le processus d'accomplissement, culmine dans un retour à l'humanité. Non pas un retour au chaos ancien, mais à une véritable communion. L'être éveillé revient non comme un missionnaire, mais comme un miroir. Sa présence devient une invitation, son mode de vie, un rappel silencieux qu'il est possible d'exister autrement. Et voici le point essentiel. Vous n'avez pas besoin de disparaître complètement pour être authentique. Le monde a besoin de votre lucidité. Il a besoin de votre voix apaisante au milieu du tumulte. Il a besoin de votre douceur là où règne la dureté. Il a besoin de votre honnêteté là où la peur est présente. La conscience n'est pas une fuite, c'est une participation lucide. Le travail consiste désormais à rester éveillé au sein du rêve, à y créer, à y agir, à se transformer de l'intérieur. Vous pouvez commencer dès maintenant. Coupez le bruit quelques instants. Respirez. Observez sans jugement. Ressentez ce qui vit en vous. Demandez-vous, en toute honnêteté, qu'est-ce qui est encore réel? Qu'est-ce qui m'appartient encore? Et qu'est-ce qui n'est qu'héritage, performance, habitude? Les réponses ne viendront pas de l'extérieur, elles émergeront des profondeurs,
telles des eaux ancestrales, attendant le moment propice pour se manifester. Autorisez-vous à recommencer. Autorisez-vous à exister pleinement, même si cela signifie renoncer aux applaudissements. Autorisez-vous à agir en pleine conscience, même si le monde ne comprend pas. La vie n'a pas besoin d'être un spectacle, elle a besoin d'être une expérience, et c'est cette expérience authentique et silencieuse qui change tout. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes nombreux à cheminer ensemble, même en silence. Nous formons un réseau invisible de consciences éveillées, disséminées à travers le monde, qui entretiennent la vibration de la lucidité. Et chaque fois que vous choisissez la vérité, ce réseau se renforce. Chaque geste authentique que vous accomplissez est une étincelle qui aide le collectif à se souvenir de lui-même. Alors, si ce message vous a touché, si quelque chose s'éveille en vous à la lecture de ces mots, faites-en un moment marquant. Écrivez en commentaire, même anonymement. Je ne suis plus un acteur. Écrivez comme si vous scelliez un pacte avec votre âme. C'est un geste simple mais symbolique, un appel à retrouver l'authenticité. Et si cet espace vous a apporté de la clarté, si les mots que vous y avez trouvés ont réveillé quelque chose qui sommeillait, abonnez-vous à la chaîne, non par obligation, mais par solidarité. C'est un refuge pour celles et ceux qui veulent rester éveillés malgré le tumulte. Utilisez le bouton « J'aime », non pas comme un geste automatique, mais comme un signe discret de reconnaissance, un clin d'œil à celles et ceux qui, comme vous, s'éveillent. Commentez, partagez, participez, mais faites-le avec la même intention que celle avec laquelle vous respirez. Consciente, présente, authentique, car en faisant cela, vous ne contribuez pas seulement à la croissance de cette chaîne, vous contribuez à maintenir la conscience vivante dans le monde. N'oubliez pas, vous ne disparaissez pas. Vous cessez simplement de faire semblant, et ce faisant, vous permettez au monde de se réveiller enfin.